Hashirenu Hashem Eilecho v'noshuva Chadesh, Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kegedem. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Chadesh Yameinu, l'émission bimensuelle de la chaîne YouTube Edat Shalom. On reçoit aujourd'hui Rivonne Cuigier et moi-même Catherine Zitoun, qui est pédopsychiatre, poétesse, qui publie donc un premier roman intitulé Le Faisceau des Vivants, c'est aux éditions Petra. Bonjour Catherine Zitoun. Bonjour Antoine. C'est un livre qui parle de l'enfance, un roman qui est écrit poétiquement, parce que vous êtes aussi donc poétesse, un livre sur les mémoires, très souvent embrouillé, très souvent fragile aussi de la Shoah. Et c'est aussi un livre donc à intrigue qui se lit comme un roman, puisque c'est d'ailleurs, comme son nom l'indique, un roman. Catherine Zitoun, un mot peut-être sur le point de départ de ce faisceau des vivants. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce thème? Je vais dire d'abord le titre, puisque le titre, Le Faisceau des Vivants, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué. Rivonne le dira mieux que moi, mais que leur âme soit enserrée au faisceau des vivants. Les défunts, nos défunts, les défunts plus anciens continuent à exister dans nos paroles, dans nos mémoires, dans les histoires qu'on raconte sur eux, à leur propos. Et il m'est arrivé souvent d'ailleurs de les rencontrer dans mes rêves, ces défunts, alors même que j'avais récemment parlé d'eux avec quelqu'un qui les connaissait. Et les rêves, c'est toujours des rencontres d'une très grande intensité. Voilà. Et pour moi, cette mémoire, ces paroles, ça fait exister nos défunts parmi nous. Puisque vous dites ça, Catherine, je vais faire remarquer à ceux qui nous regardent que nous nous trouvons juste à côté du Etz Chaim, l'arbre de vie, qu'on trouve souvent dans des synagogues, peut-être pas avec cette forme esthétique, et qui est un arbre du souvenir, avec ici des feuilles qui portent les noms des personnes qui ont été présentes dans cette communauté, qui sont les défunts, et qui nous habitent. Et le faisceau des vivants, ben voilà, ça c'est le faisceau des vivants, et comme vous l'avez dit très justement, c'est une expression qui nous relie ici-bas à ceux qui sont de l'autre côté, mais c'est un lien, et un lien qui est vivant. Vivant. Il y a donc aussi à l'origine de votre travail, Catherine Zitoun, une découverte dans les archives de l'ancien hôpital psychiatrique Maison Blanche. Vous avez travaillé d'un carton qui contenait des comptes rendus médicaux sur des patients juifs qui se sont trouvés internés pendant la guerre et qui, du fait de cet internement, ont survécu à la Shoah. Pour raconter peut-être la découverte de ce carton qui a été aussi, j'imagine, un des éléments qui vous a mis en mouvement dans la rédaction de ce roman. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment un des deux éléments qui m'ont mise au travail. En fait, je connaissais pas cette histoire de ces patients, de ces patientes qui ont été internés dans différents hôpitaux psychiatriques et qui, de ce fait, ont été sauvés de la déportation. Et quand j'ai appris ça, j'ai creusé dans cette histoire, dans l'histoire des hôpitaux psychiatriques pendant la guerre. Faut savoir que voilà, la France dans la collaboration relayait le programme Action T4 qu'avait mis en place Hitler en Allemagne, qui était d'exécuter tous les malades mentaux et qui étaient dans les asiles. Et il avait inventé tout un système très précis qui était que les psychiatres, les directeurs d'asile déclarent les malades,
Et ensuite, ces malades étaient triés en 2 cases, les très malades, les pas malades, et ceux qui étaient très malades étaient considérés comme des personnes qui n'étaient pas aptes au travail et qui allaient directement à la mort. Et c'est d'ailleurs eux, les malades mentaux en Allemagne, qui ont inauguré les chambres à gaz. Et les Juifs voilà, les ont rejoints. En France, le gouvernement de Vichy a relayé cela, ce qui fait que dans très vite, les directeurs des hôpitaux recevaient mensuellement un avis, une fiche, leur demandant de déclarer tous les malades juifs qui étaient dans l'hôpital. Et ils étaient également invités à dire à leurs malades, quand ils seraient rétablis, qu'ils se rendent à la préfecture pour récupérer leurs affaires, voilà. Et donc, au début, les psychiatres faisaient ça, les patients allaient à la préfecture et bon, ils étaient embarqués pour Drancy. Et après, pour Auschwitz, c'est le Grand Est. Et voilà. Après, il faut savoir que les asiles ont été pendant la guerre un haut lieu de résistance, puisque s'y cachaient des résistants, s'y cachaient on y cachait de la nourriture, on y cachait des armes. Il y a des écrivains et des poètes qui ont été cachés à Saint-Alban en Lozère. Il y a eu Paul Éluard, il y a eu Tristan Tzara, et donc il y avait tout un lieu de résistance et un front de résistance dans ces lieux d'invisibilité, parce qu'à l'époque les malades mentaux, on voulait pas en entendre parler, on les aimait pas, on les cachait. Donc c'était vraiment un lieu d'invisibilité qui a été très durement touché pendant la guerre, puisque on considérait les malades psychiatriques comme des sous-humains, et ils étaient très rationnés au niveau alimentaire, ce qui fait qu'il y a eu 45 000 morts de faim, de froid et de tuberculose dans les asiles pendant la guerre, jusqu'au moins en 1942. La courbe s'est un peu inversée à partir de là. Il n'empêche que, et c'est un des thèmes de votre livre aussi, enfin des éléments de votre livre, qu'il y a certaines personnes juives donc, qui ont pu survivre grâce à cet internement. Et votre postfacier, qui est le psychiatre Michel Kerr, cite plusieurs exemples de ces personnes. Bon, j'en évoque qu'un, parce que comme ça permettra de mettre en situation, celui de Goldika, dont le médecin psychiatre justifie, nous sommes en mai 1943, le placement pour mélancolie, dépression et tristesse. Alors, c'est quelque chose à cette époque-là, quelque chose d'assez évocateur. Son mari, pendant ce temps, lui rejoint le camp de Drancy avec son fils aîné, et elle, cette Goldi, donc, sort de l'hôpital le 6 janvier 1945, et c'est la seule survivante de sa famille. On est frappé de voir que finalement seule la folie individuelle, qui était simulée ou réelle, a pu sauver certaines personnes de la folie, on allait dire, du moment de cette époque. Absolument, il y a eu même, alors il y a eu aussi des personnes, il y a eu les cahiers de Abraham Zoltobroda, qui lui s'était fait passer pour malade et donc qui a pu être transféré du camp de Baume-la-Rolande à l'asile de Fleury-les-Aubrais, et il y a eu plusieurs allers-retours comme ça, et il est resté jusqu'à la fin de la guerre à l'asile de Fleury-les-Aubrais où sa situation clinique a été exagérée par les psychiatres de l'asile, parce qu'on on l'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais à l'époque on l'appelait les asiles. Et il a pu être ainsi, la situation clinique qui avait été aggravée, de sorte qu'il ne pouvait pas sortir, et qu'il a pu être voilà, épargné de la Shoah. Et c'est vrai que ça, il y a eu d'autres dossiers que j'ai lus dans les archives de Maison Blanche et que m'avait rapporté Michel Kerr, où manifestement il y a eu des psychiatres qui ont falsifié des comptes rendus de patients pour les faire paraître plus fous qu'ils n'étaient réellement. C'est permis donc ces sauvetages, on va dire, miraculeux. Voilà, ça c'était un des thèmes de votre livre. Votre roman propose un voyage intérieur à travers l'histoire d'une famille, dans le Paris d'hier, c'est aussi l'histoire d'une transmission, j'allais dire comme toutes les transmissions de cette période très embrouillée, de la mémoire de la Shoah.
vous êtes pédopsychiatre, je l'ai dit, et vous vous êtes particulièrement intéressé aux enfants cachés, à la manière dont ils avaient transmis ou pas cette mémoire. Il semble finalement impossible, Catherine Zitoun, que cette mémoire n'ait pas été transmise, quand bien même elle aurait été retenue, quand bien même les non-dits auraient été nombreux. C'est un phénomène que vous avez pu constater pratiquement tout le temps. Alors c'est vrai que ça a été vraiment le deuxième moteur de l'écriture de ce livre, ça a été les enfants juifs cachés pendant la guerre. Ça m'a toujours beaucoup intriguée. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui était en France et pendant la guerre, j'ai demandé et je continue de demander, mais comment t'as fait pour t'en sortir? Et c'est comme ça que j'ai rencontré ces personnes qui avaient été enfants juifs cachés pendant la guerre. Et puis moi-même, j'en ai dans mes cercles proches, j'en croisais depuis que j'étais enfant. Et ça m'intriguait beaucoup et je trouvais ça incroyable et enfin pas incroyable, c'était ça. Et il se trouve que est-ce le hasard? Mais non. J'ai été pendant 20 ans, j'ai été responsable d'un accueil familial thérapeutique qui desservait tout Paris. C'est-à-dire, c'était des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance et qui étaient confiés dans notre accueil familial thérapeutique pour des soins psychiatriques. Donc, ils ne pouvaient pas rentrer chez leurs parents, qui avaient eux-mêmes des troubles psychiatriques ou qui avaient été maltraitants à leur égard, et donc ils étaient confiés à des assistantes familiales et à leur famille. Et nous-mêmes, notre équipe, étions là en support de ces assistantes familiales, parce que ces enfants étaient très très malades. Et ça m'avait toujours beaucoup touchée, ces enfants qui étaient pris entre leur famille d'origine et puis cette famille d'accueil qu'ils rencontrent par la force des choses, qui était souvent d'ailleurs de culture maghrébine. Et voilà. Et ces enfants étaient écartelés entre leurs parents. Malgré tout, même si leurs parents avaient été maltraitants, ils continuent de les aimer. Et puis cette famille d'accueil qui, tout aussi bonne qu'elle pouvait être, ne remplaçait pas leurs parents réels, était d'une autre culture en plus souvent. Et voilà, j'ai fait ça pendant 20 ans et naturellement, évidemment, ça recoupait ces histoires des enfants juifs cachés pendant la guerre. Il se trouve en plus que, et c'est un hasard, il n'y a pas de hasard, quand j'ai commencé à écrire sur ces enfants juifs cachés pendant la guerre, j'ai pris un train et là, j'ai cherché un médecin pour venir au secours d'un vieux monsieur qui avait un problème cardiaque, donc je fais le nécessaire. Et on reste en contact et on devient amis. Et il m'apprend petit à petit qu'il avait appris, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il avait été enfant juif caché pendant la guerre. Et il y a il y a plein de recoupements entre ce que j'écrivais et son histoire à lui. Et tout naturellement, il fait partie de ce roman et je lui rends hommage d'ailleurs parce que malheureusement, il n'aura pas lu ce roman, il est mort il y a 1 an. C'est Max Madon qui m'était cher. Et voilà, ce livre parle aussi. On se demande parfois dans cette transmission s'il vaut mieux raconter des choses aux enfants, au contraire les édulcorer, les cacher. On sait que ça a été une problématique permanente pour les rescapés de la Shoah aussi évidemment, vouloir préserver les générations suivantes. Et en même temps, en préservant, on ne préserve pas vraiment. Finalement, c'est pratiquement un choix impossible. Alors les enfants cachés, ils étaient pris dans une injonction paradoxale. À la fois, ils devaient taire leur nom, leur culture, et puis ils devaient faire le signe de croix. Et par ailleurs, ils devaient oublier qu'ils étaient juifs. Et en même temps, un des derniers mots souvent que leurs parents leur avaient dit avant de les quitter et de les confier, c'est « n'oublie pas que tu es juif ». Ils étaient pris dans cette injonction. Et donc en fait, ils étaient un secret. À eux tout seuls, c'était le secret. Et ils ne devaient rien dire, ni à la famille d'accueil, ni à personne. Mais donc il y avait ce problème du secret qui a continué après. Pour un certain nombre d'entre eux, ils ont retrouvé leurs parents après la guerre. Il se trouve que beaucoup de leurs parents avaient été rescapés des camps. Et donc, ils étaient élevés comme ça. Ils retrouvaient une famille qui leur était étrangère. Pour un certain nombre d'entre eux, on leur avait dit
les familles d'accueil ou les religieuses qui les avaient protégées pendant la guerre leur avaient dit, tu sais, tes parents ils t'ont abandonné, ou tes parents, même si tu les retrouves, ça sera pas des bons parents, ils vont pas être capables de s'occuper de toi. Voilà, ils étaient élevés et donc ils revenaient chez leurs parents et il fallait qu'ils se réaccoutument les uns les autres. Et on sait bien que chez les survivants de la Shoah, les rescapés des camps, ils pouvaient pas du tout en parler. Il y avait vraiment une omerta dessus. Donc en fait, il y avait tout un voile de silence qui entourait et qui est ces familles et qui était entre les membres de ces familles et qui maintenait de l'isolement. Chacun, ils étaient isolés à l'intérieur de ces familles. Le récit de Simone Weil, par exemple, le raconte très bien. Comment, dans sa famille, on lui disait mais t'en parles pas, quoi. Et il y avait cela, ce silence et en fait, ils ont pu commencer à en parler, je crois, quand il y a eu cette association d'enfants juifs cachés qui a été faite. Et là, ils ont pu en parler entre eux. Et là, ils ont pu faire communauté. N'oublie pas que tu es juif, mais surtout ne dis pas que tu es juif. Le réfugié, c'est comment on fait dans cette situation-là pour la transmission. C'est finalement quand même une situation, toute chose égale par ailleurs, qui arrive assez souvent, quand il faut ne pas montrer forcément, mais garder la tradition quand même, être fidèle. Bon, on a un cas très célèbre dans la Bible où Mardochée dit à Esther, surtout tu ne dis pas que tu es juive. Mais là, on a affaire à une adulte qui se sent néanmoins protégée en somme par Mardochée et qui conserve cette identité comme une carte à jouer. Là, on parle d'enfants qui prennent ça comme une claque dans la figure, qui sont arrachés à leurs parents. Et puis, la question qui se passe, c'est est-ce que, justement, cette situation d'enfant caché n'est pas cause d'aliénation? Alors, comment on fait? Quand on se cache dans un lieu d'aliénation mentale, et on a cette injonction de devoir aussi cacher son identité? Ça s'est produit des situations pareilles? Alors, ces enfants, ils étaient placés dans des familles ou dans des foyers. Dans des pouponnières d'enfants, et au bout d'un moment, on a dispersé d'ailleurs les pouponnières d'enfants parce que l'OSE s'était rendu compte que ça devenait des souricières. C'est un peu l'histoire d'Isieux, des enfants d'Isieux, et donc en fait, donc ils étaient dans des familles et voilà, ils étaient pris dans cette injonction paradoxale. Oublie que tu es juif et rappelle-toi que tu es juif. Et en fait, c'est des enfants qui se construisaient et jusqu'à l'âge adulte encore, ce qu'on appelle en termes psy, en faux self. C'est-à-dire faux self, c'est le soi, c'est-à-dire qu'ils affichaient une apparence, mais et à l'intérieur d'eux-mêmes, ils mettaient dans une sorte de chambre fermée à clé toute leur identité d'origine. Mais elle existait, cette chambre, ça faisait comme un noyau enquisté à l'intérieur d'eux-mêmes. Et nous, c'est des choses auxquelles on est familier en psychiatrie, en pédopsychiatrie, on les repère assez vite. Ces enfants ou ces adolescents qui fonctionnent en faux self, on sent bien que c'est pas eux, on sent bien qu'ils sont en décalage, on sent bien qu'ils sont suspendus. C'est très difficile d'ouvrir. C'est très difficile. C'est très difficile. Justement, il y a une injonction d'une part. C'est très difficile. Et alors évidemment, qu'est-ce que ça produit? Ça produit souvent des personnes qui sont très peu sûres d'elles-mêmes, qui manquent de confiance, et puis qui ont ce sentiment d'être un imposteur. Ce sentiment d'imposture, c'est un sentiment que beaucoup d'adolescents rencontrent, sans pour autant avoir été ni placé à l'aide sociale à l'enfance, ni enfant juif caché, mais c'est un sentiment qu'on peut approcher quand on est adolescent. Et sauf que là, c'est quelque chose qui dure. Hein. Ils n'arrivent pas à s'incarner. Donc ça provoque comme ça des troubles. Le syndrome de l'imposteur signifie donc que je ne suis pas celui que j'apparais, donc je suis un imposteur. Là, je suis pas à ma place, quoi. Alors, qu'est-ce que ça fait justement pour l'identité juive? Là, on parle de l'identité psychique en général, la construction psychique, mais comment on assume son judaïsme quand on a eu cette injonction contradictoire? Ben, c'est très compliqué parce que, disons que les fondements, c'est les premiers liens avec les parents, avec la culture des parents, et notre identité, elle a cela pour socle. Qu'on le veuille ou non, c'est presque une imprégnation par devers nous, malgré nous. C'est ainsi. Et là, on doit enquister cela à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce qu'on en fait à l'âge adulte? Qu'est-ce qu'on en fait
ces personnes à l'âge adulte, ça a été très varié. Beaucoup se sont convertis au catholicisme. Il y a eu aussi ce cas assez connu de Sarah Kaufmann, qui a été, elle avait été élevée par une chrétienne, gaulliste, antisémite comme il fallait, et à l'âge adulte, elle s'est donc, Sarah Kaufmann, qui est devenue un personnage public, s'est convertie, et enfin, elle a été totalement, elle voulait pas, il y avait pas de religion juive pour elle. Je crois qu'elle était, enfin, elle était plutôt, elle était assez militante dans le domaine politique. Et puis tardivement, elle a écrit un livre, une autobiographie, où elle a parlé de cela. Et après avoir écrit ce livre, elle s'est suicidée. Donc jusqu'où ça va? C'est-à-dire que c'est quand même très compliqué ces révélations. Maintenant, il y a d'autres qui sont revenus tardivement au judaïsme. Qui ont fait tout un travail sur eux. C'est-à-dire que, voilà, je pense que ça dépend aussi des personnes qu'ils ont pu rencontrer, soit des communautés qu'ils ont pu rencontrer, soit des thérapeutes qu'ils ont pu rencontrer. Je crois pas qu'on soit, de manière générale, résilient tout seul. On est résilient parce qu'on rencontre des personnes qui sont aussi un alter de la parole et quelqu'un avec qui on peut parler de soi. C'est aussi ce qui se passe dans ce livre. Sophie, à qui on a toujours dit, sa mère lui a toujours dit que sa grand-mère Claire était morte en déportation. Au moment de mourir, sa mère lui dit non, ta grand-mère n'est pas morte en déportation. Et en fait, Sophie, elle avait été élevée par ses deux parents, sa mère qui était enfant juif, qui avait été enfant juif caché pendant la guerre, et son père. Et son père, c'était un personnage un peu fantasque, mais qui jouait bien le rôle de tiers entre sa mère et elle, et qui l'a aidé finalement à se construire en tant qu'enfant d'enfant juif. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à mener tout ce travail de mémoire. Voilà. Comment ça se passe pour la troisième génération? Souvent, ça passe une génération. Peut-être que pour la troisième génération, il est peut-être plus facile de reprendre un peu place dans un cadre qui ne soit pas contradictoire. Alors, je crois que ça prend beaucoup de temps. C'est des traces, enfin, qui restent longtemps dans les familles. Il faut bien voir que, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres signes cliniques, symptomatiques qu'ont présenté ces enfants juifs cachés pendant la guerre, même quand ils étaient adultes. Et ça a été, pour un bon nombre d'entre eux, et de ce qu'ils ont pu témoigner, difficile pour eux d'être parents. Et parfois, il y avait des parentalités croisées entre, par exemple, deux sœurs, et il y avait une des sœurs qui allait plus facilement vers les enfants de sa sœur, vers ses neveux, que vers ses propres enfants. Et pareil, ça a fait une sorte de parentalité croisée. Mais il faut bien voir qu'un enfant, ça se construit aussi dans les premiers liens, ce qu'on appelle les relations précoces mère-bébé, et que voilà, un parent qui est absorbé par une histoire dont il ne détient pas toujours les clés, eh ben il est pas présent dans le lien, et il faut dans le lien précoce. Ils ont connu un premier arrachement, alors disons, ils sont arrachés à leurs parents, et puis ils sont arrachés à leur famille d'accueil. Quand ça se passe bien avec la famille d'accueil, c'est aussi extrêmement douloureux. C'est une sorte de second traumatisme parfois. Et s'ils s'entendent pas avec les parents d'origine, ça crée des culpabilités. C'est situations très complexes. Absolument. Et ça laisse, enfin voilà, ils sont pas sortis indemnes de cette histoire de ce passé d'enfants cachés, et ça se transmet dans les liens précoces. Un enfant, ça se construit. D'abord, ça fabrique ses fondements dans les relations précoces mère-enfant. Alors comme ça, et puis ensuite, c'est souvent les enfants cachés, c'est souvent des enfants qui ont beaucoup de peur, de phobie, qui ont été très protecteurs, hyper protecteurs pour leur enfant, ou au contraire rejetants. Donc ça laisse des traces dans la génération d'après. Et puis ces traces, ben forcément, ces enfants devenus adultes, ils ont eux-mêmes des enfants, et en fait, on voit à travers quelques histoires cliniques que ça laisse des traces des générations après. Et j'ai en tête j'ai quelques cas cliniques, mais il se trouve qu'il y en a un que je suis actuellement d'une enfant que j'ai vue assez peu. Je l'avais vue avec ses parents, et elle était
d'une rigidité terrible, très angoissée, au point que je me suis dit, elle a probablement un trouble du spectre autistique. Et puis elle a plus voulu revenir me voir. Et les parents étaient très en difficulté avec elle. Elle était très violente à la maison, jalouse avec sa sœur cadette. C'était très compliqué. Toute la famille devait s'adapter à elle sans arrêt. Et alors que à l'extérieur, hors de la famille, ça se passait bien. Elle avait des amis, elle nouait relations, elle allait vers les autres, ce qui excluait un peu l'idée comme ça qu'elle aurait pu avoir un trouble du spectre autistique. Et j'ai vu ses parents pendant 2-3 ans, je continue à les voir. Et un jour que la mère n'était pas là, la fillette maintenant est adolescente, le père qui m'avait paru toujours un homme un peu énigmatique, renfrogné, ayant du mal à la relation à l'autre. Mais ce qu'il pouvait dire à chaque fois, c'est « je ne supporte pas ma fille ». Et il y avait cet enfant lui renvoyait quelque chose de très violent, dont en retour il se protégeait en étant lui-même très cassant et violent. Enfin, ça avait mis en place un schéma relationnel qui était catastrophique pour l'un et pour l'autre. Et un jour qu'il était seul dans mon bureau, je sais plus comment c'est venu. C'est lui qui a amené les choses. Lui me parle d'une aïeule à lui. C'était son arrière-grand-mère, dont il avait appris très tardivement par sa mère et qui lui a asséné ça, mais comme un coup de massue à un moment où il s'y attendait le moins. Vraiment, s'il s'y attendait pas, il était sans défense. Sa mère lui dit, t'as une arrière-grand-mère paternelle qui est morte en déportation. Et voilà, elle lui dit ça comme ça. Et lui le vit, et il peut me le dire aujourd'hui, il le vit comme un traumatisme. Et en fait, ce qu'il peut dire, c'est que longtemps, il a été habité, sans pouvoir en parler, sans pouvoir rien dire, par toutes ces images de la Shoah. Et il y avait aussi donc là la fille de cette arrière-grand-mère qui avait été enfant caché. Et donc, on voit comment, 4 générations après, la Shoah continue à avoir des effets et un impact dans la construction psychique d'une enfant qui a 13 ans aujourd'hui. Une fois qu'on a ouvert quand même, j'allais dire la boîte, est-ce que ça sert peut-être aussi pour le traitement, j'imagine, pour l'amélioration de la situation? On a vu que ça peut parfois donner lieu à un suicide. Oui. Alors, on dit que s'il y a rien qui est dit, s'il y a que du silence et du secret, c'est ce qui s'était passé pour les enfants juifs, c'est comme si on vous envoyait des scuds. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que le psychiatre Bion appelait les particules bêta. C'est-à-dire des choses très violentes qui arrivent sur le psychisme d'un enfant qui a aucune défense psychique encore, parce que les défenses psychiques, ça se construit au fur et à mesure de la vie, et ça vous violente, c'est comme des scuds qui arrivent à vous. Après, le travail justement des parents et des thérapeutes, c'est de détoxifier. C'est ce que Bion, le psychiatre Bion, appelait les particules bêta, c'est-à-dire les mettre en mots de manière à ce que l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte puisse se les réapproprier, mais ne soit pas victime de quelque chose qui le dépasse et qui l'a violenté, mais se réapproprie son histoire et devienne sujet de son histoire. Donc, évidemment, la parole. Merci beaucoup. En tout cas, bon, on a compris qu'on a parlé autour du thème du livre. Le livre étant un roman, je voudrais simplement, pour terminer, lire ce que dit votre préfacier à la fin. Je trouve que c'est bien résumé. Ainsi passons-nous dans le faisceau des vivants, du temps mêlé de la dispersion, de la désolation, de la disparition, du désastre, de la folie, des ténèbres et de la mort, à celui de l'absence, de l'effacement, de l'ombre, du doute et des impasses, et à celui de la révélation, de la reconstruction, de la vérité, lorsque se seront dissipées les ombres et les pénombres, et qu'il nous sera offert de goûter à nouveau, entre guillemets, ce que vous dites, le vent des sables et les soleils couchants. Ça, c'est pour la partie poétique du livre aussi qu'il faut souligner dans le style. Merci infiniment, Catherine Zitoun. Merci à vous. Le faisceau des vivants, donc Catherine Zitoun aux éditions Petra. Merci pour votre attention.
Shemenu